Merci Estelle. Donc on a été en lien avec Patrick Pelou qui est dans l'impossibilité de nous rejoindre, mais qui est de tout cœur avec nous et qui aurait beaucoup aimé être avec nous. Voilà. On aurait bien aimé qu'il soit avec nous. Donc ce qu'on a prévu, c'était peut-être discuter de son livre et puis discuter aussi avec le docteur Debien, qui est intervenu donc, dans les suites des attentats du Bataclan. Et voilà, ça ne va pas forcément être des liens, mais peut-être un peu en parallèle. On va évoquer tout ça. Quelques mots sur l'ouvrage L'instinct de vie de notre confrère, le docteur Pelou. C'est un livre que moi j'ai trouvé très... je ne sais pas si vous avez pu le... Il y a un plan d'enfer derrière. Ouais, je ne sais pas si vous avez pu le lire. C'est bon? Ouais. Pas trop fort? Moi j'ai trouvé deux principaux trucs. Je trouvais que c'était très touchant, très poignant comment Patrick Pelou décrivait l'indescriptible, décrivait quelque chose d'extrêmement difficile, d'un émiettement, d'un effondrement, et aussi une lente mais tranquille, mais difficile reconstruction. J'ai trouvé aussi que tout au long de son livre, c'est un livre qui est complexe, mais dans la position, il nous protège tout au long de la lecture du livre, j'ai trouvé. J'ai trouvé que ça c'était assez remarquable. Je trouve que ça dit aussi quelque chose de lui, quoi, voilà. Hein? Mais à quel prix, voilà, mais... Voilà. Gérard... Oui, ben moi je trouve que ce qui est important, c'est que dans ce bouquin, d'abord c'est un cri de l'intérieur. Donc on vit le stress post-traumatique de l'intérieur. D'abord, je trouve qu'il faut quand même rendre... Vous connaissez ça, vous allez pouvoir en parler, mais rendre gloire aux urgentistes et à tout ce qu'ils vivent à longueur de journée, parce que ils ont des impacts, ils ne sont pas des surhommes, et le livre montre bien que c'est un livre de l'humain, et c'est un humain qui là va rencontrer l'horrible, mais l'horrible qui concerne ses amis, et peut-être, ça c'est mon avis à moi, peut-être n'aurait-il pas dû, mais dans son sacerdoce, il est allé aussi au Bataclan, juste un an après cette perte traumatique, et je crois qu'on ne peut pas répéter les traumas impunément. Et ça, il le démontre bien dans ce livre, que je conseille de lire parce que c'est vraiment le vécu intérieur d'un collègue, d'un confrère et d'un homme, et ça nous renvoie nous-mêmes à notre humanité, et nul ne peut être épargné par cette situation, et je crois que vous allez pouvoir en témoigner, même en étant un professionnel aguerri. Aguerri, je sais pas, donc moi j'ai pas du tout la même implication que eu Patrick Pelou, parce que moi je fais partie des cellules d'urgence médico-psychologique du Nord-Pas-de-Calais quasiment depuis leur création, quand j'étais jeune interne avec François Ducrot, et en tous les cas les attentats du 13 novembre, puisque ceux de Charlie Hebdo je les ai vécus par procuration, moi j'étais en Martinique, c'était différent, mais les attentats du 13 novembre, quand on est parti, d'abord on a beaucoup hésité, enfin le régulateur, c'est-à-dire François Ducrot, a beaucoup hésité à nous faire partir, puisque c'était bizarre, hein, moi j'étais en train de regarder le foot avec mes enfants, et j'ai vu l'explosion, et j'ai vu surtout l'évacuation du président de la République, et je me suis dit il se passe quelque chose, donc j'ai envoyé un SMS à François en disant est-ce qu'il se passe un truc sérieux, enfin, est-ce qu'il faut qu'on soit prêt à partir, ne serait-ce que pour préparer la famille, hein. Quand on fait de la CUMP, on a ce temps de préparation de la famille, on sait qu'on va partir, mais pour combien de temps? Nos collègues qui sont à Saint-Martin sont partis théoriquement pour 3 jours, et puis ils ont fait 15 jours. Et puis au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette nuit-là, les dépêches qui tombaient, c'était une fusillade. Bon, une fusillade, c'est quelque chose de grave, mais ça aurait pu être quelque chose de très limité. Et François m'a dit, écoute, non, tiens-toi, enfin voilà, je te rappelle vers minuit. Et à minuit, on a fait un point, et il me dit, écoute, oui, on va devoir y aller, mais on partira demain.
Bon, donc ça laisse le temps de tout préparer. On devait partir pour 3 jours. On s'était dit, on y va à 3 jours. Et à 3h du matin, il nous appelle, je dis nous parce que on est parti à 4, en disant non, là c'est trop grave, il faut qu'on y aille. Sachant qu'il s'est passé un phénomène bizarre qu'on a tous vécu. C'est-à-dire qu'à partir de minuit, au lieu d'aller se coucher en disant on va devoir partir tôt demain matin, genre 6, 8, 7 heures, moi je suis resté scotché sur la meilleure télévision qui soit, c'est-à-dire BFM, dans une espèce de bulle hypnotique un peu étrange. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai regardé ce soir-là, et ce que je cherchais surtout. Peut-être à se préparer à ce qu'on allait trouver. Et en cum, pour ceux qui font de la cum, il y a quelque chose d'un peu choquant peut-être, c'est qu'il y a l'adrénaline. Si on fait de la cum, c'est pas pour rien. C'est aussi qu'on va rechercher ça, cette adrénaline-là. Et à la fois, il y a ce mélange, et puis cette peur de ce qu'on allait trouver. On n'avait aucune idée. On avait fait, moi, ça faisait 20 ans qu'on avait fait de la cum, et à 3h du matin, d'ailleurs, on a décidé de ne pas prendre de jeunes confrères avec nous. D'habitude, on prend toujours un jeune pour le former à l'avenir. Et là, on a pris que des vieux, des gens qui avaient au moins 10 ans ou 15 ans de cum, parce qu'on sentait que ça allait être exceptionnel. Et je me souviendrai toujours, quand on est parti, donc entre 4 et 6 heures, on est à fond sur l'autoroute, dans une espèce de débriefing de salle de garde. Vous voyez, on a une espèce d'ambiance bizarre dans la voiture. Et quand on est arrivé à 6h du mat', qui est une heure en principe où Paris s'éveille, il n'y avait personne dans les rues. Mais personne. On est arrivé avec notre véhicule du SAMU, on avait coupé la sirène parce que ça faisait trop de bruit. Et il n'y avait absolument personne jusqu'à ce qu'on voit une barrière au loin. Et on s'approche, on ne savait pas qu'on était en train de passer devant le Bataclan. Et il y avait une barrière de policiers. Et ils nous ont laissé passer, mais eux-mêmes, je pense qu'ils étaient en état de dissociation péritraumatique, véritablement. Et là, on s'est dit, il se passe un truc. On se l'est pas dit à ce moment-là, hein, c'est après, quand on en a rediscuté, mais on s'est dit tous les 4, on va pas y arriver. On va pas le faire. On s'est installé à la mairie du 11e, où on a essayé de trouver jusqu'à à peu près de 6 à 8h30, en fait, on essayait d'installer. Alors le maire voulait nous mettre dans la salle des mariages, ce qui nous a paru complètement inadapté, et à la fois c'était un endroit qui était intéressant pour mettre en place des consultations. Mais j'allais dire jusqu'à 8h30, on était dans l'organisationnel, je suis allé chercher des croissants, enfin vous voyez un truc un peu... Et à partir de 8h30, on a commencé à voir arriver 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, dans des états émotionnels comme aucun d'entre nous n'avait jamais vécu. Donc il y avait l'intensité, et puis il y avait le nombre. Et là aussi c'est un souvenir assez fort. J'ai aucun souvenir de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, peut-être pas plus mal. Et ce que je sais, c'est qu'à 15h, tous les 4 on a levé la tête, on s'est regardé, et on savait qu'on n'irait pas plus loin. On est parti 2 par 2, on est allé manger, espèce de... Là aussi c'était surréaliste. Je pense que nous on était dissociés aussi. Je me souviendrai, on est rentré dans un bar, donc habillé en SAMU, fatigué. Les gens nous faisaient de la place, nous mettaient une bouteille de vin sur la table. Enfin, voilà, c'est des petites bribes comme ça qui me reviennent. Et à 17h, on s'est dit, les 3 jours, on les tiendra pas, on part. Donc on était 4, très aguerris. François Ducrot, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il est coordinateur national. Et à 19h, on a dit, on s'en va, et on est rentré chez nous. Ce qui est assez intéressant, c'est que, je vais faire vite, mais le lundi, il fallait reprendre le boulot de tous les jours. Moi, je suis responsable d'une unité de psychiatrie générale, et je ne sais pas ce que j'ai fait de 9h à 11h, mais je sais qu'à 11h30, l'équipe s'est réunie et m'a demandé de venir, et ils m'ont dit, il faut que tu t'en ailles. Il m'a dit, tu gueules depuis ce matin, tu as des éclats comme ça, et ils m'ont viré, j'ai été viré de mon service à 11h, 11h30 du matin. Je suis rentré chez moi. Il y avait ma femme ne travaillait pas à l'époque. Et elle m'a parlé, et au bout d'un moment, elle me dit, mais tu sais, tu n'es pas toi-même. Bon, je suis allé me coucher. Et le lendemain, la même chose s'est passée.
exactement la même chose. Je suis allé au travail, j'ai été viré par l'équipe à midi, et là je me suis dit, il faut que tu fasses un truc, quoi. Donc j'ai appelé François, j'ai appelé Frédéric Varambourg qui était avec nous, j'ai appelé Sylvie Molenda, je dis mais comment vous vous sentez, vous? Et ils décrivaient chacun avec son stick, chacun avec son... Et je pense qu'on était tous dissociés, et que ça a duré jusqu'à... Pour moi, ça a duré jusqu'au mercredi, et avec un truc qui nous arrive jamais en CUP, hein, c'est que tous les quatre, on avait le besoin d'y retourner. Il fallait qu'on y retourne. On sentait bien qu'on n'avait pas fini notre travail, ce qui va contre le principe des CUP. Hein. Quand on change une équipe, on ne la renvoie pas sur le terrain. Si on la change, c'est pas pour rien. On en a longuement discuté, le jeudi, on était prêts, donc on y est retourné, mais pas du tout, vous voyez, dans le même poids émotionnel. On a quand même accompagné les familles qui étaient à l'IML, à l'Institut de médecine légale. Moi, j'étais basé à l'Hôtel Dieu, où on accueillait encore des gens qui venaient consulter. Et ça a été très important pour nous. Alors, on n'a pas été victime d'un psychotrauma. Hein. Aucun d'entre nous n'avait de proches. Ma sœur habitait à Paris, mais très rapidement, j'étais rassuré. De toute façon, on avait décidé que ceux qui avaient des proches sur place n'iraient pas. C'était un principe de base. Donc on a vérifié ça au téléphone avant. On a eu le tort avec François d'aller faire une maraude. Donc hélas, on a vu des cadavres. Ce qui n'est pas notre quotidien, contrairement à Patrick Pelou avec les urgentistes. Nous, on est moins confrontés à la mort directe, malgré tout. Ça nous arrive dans les services, sur des pendaisons, des choses comme ça. Mais là, de voir 14, 15, 16 cadavres, voilà, c'est des choses que moi, j'avais jamais vues. On n'est pas allé dans le Bataclan pour une raison, c'est qu'il n'y avait aucune pertinence clinique à aller au Bataclan. Et après, de toute façon, on l'a tellement vécu par procuration que je vais vous dire, le Bataclan, je sais exactement ce qui s'y est passé. Donc on a bien fait de ne pas y aller. Je pense qu'effectivement, Patrick Pelou est rentré dans le Bataclan. Et... Voilà, quelle est la pertinence clinique de ce qu'on fait à ce moment-là? Si on l'avait fait, je pense qu'on était mort mort psychiquement, avant de pouvoir commencer à travailler. Donc voilà, alors c'est pas la même expérience évidemment que Patrick Pelou, mais ça nous a beaucoup fait réfléchir sur, hélas, la suite. Hein. Nice par exemple, quasiment aucun des quatre n'a voulu y aller. Aucun de nous quatre. Moi j'étais en vacances à côté, éventuellement disponible, et j'ai attendu que la liste des volontaires se remplisse pour pouvoir dire vous n'avez pas besoin de moi. Mais honnêtement, c'était comme ça que je le fais. Et on s'est encore appelés tous les quatre et on s'est dit c'était trop tôt pour nous de retourner sur une charge émotionnelle aussi forte. Et d'éviter aussi ça aux jeunes. Ça c'est vraiment... Voilà, je ne sais pas si ça sert le propos, mais... Ce que je trouve intéressant, là, quand vous dites trop tôt pour retourner, c'est un peu ce que moi je pense a été avec une volonté d'aider, hein, une volonté tout à fait humaine chez Patrick Pelou, dans son livre, hein, c'est-à-dire qu'il y a entre le 7 janvier et le 13 novembre, donc 11 mois, et il y va pour aider, mais il décrit bien cette sidération, cette dissociation, puisqu'il reste 1 heure à tenir la main d'une femme, et il ne peut rien faire, et il ne bouge plus. Et on ne sait plus qui aide l'autre. Et 13 novembre, 14 juillet, c'est 6 mois, enfin, 7 mois derrière, jour pour jour pratiquement. Et vous dites c'est trop tôt. Alors on sent bien aussi chez vous ce côté vouloir aider le professionnel, parce que vous utilisez un artifice, excusez-moi, mais c'est un peu comme ça, c'est-à-dire j'attends que la liste soit remplie. Je ne dis pas que je ne veux pas y aller, mais à la fin je dis on n'a plus besoin de moi. Mais on voit bien que s'il y avait eu besoin, vous y seriez peut-être allé. Et je pense à François Ducrot que je connais, qui n'est pas c'est pas le dernier, c'est pas le... voilà, sans être le baroudeur complètement irresponsable, loin de là, et qui fait la même chose, quoi. Hein, donc ça, quand même, moi, ça me... je veux dire... Ah oui, quand même. On a été confronté à quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible. Et encore, on n'y a pas été confronté directement. Hein. J'insiste là-dessus. À part François et moi, où on a vu quelques cadavres, mais c'est pas du tout ce qu'on a entendu. Enfin, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on a entendu. À tel point qu'on s'est mis à discuter avec des psychiatres militaires. Parce que la CUP, au maximum, on avait 4, 5 victimes, souvent des choses très localisées. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de victimes qui étaient... Enfin, de gens qui ont été
indirectement touché par Charlie Hebdo, c'est le même quartier qui était là aussi. Hein. Donc il y avait un retraumatisme chez les sujets. Je me souviendrai toujours de ce monsieur, bah, oui, j'ai le souvenir qui revient, qui me dit mais juste avant Charlie Hebdo, j'habitais dans la rue derrière, et puis j'ai déménagé après Charlie Hebdo, et il était dans la rue derrière du Bataclan, et donc il a vu sortir les gens. Enfin, il était dans quelque chose où même en tant que psychiatre, spécialiste du psychotrauma, même si dans l'aigu on est dans quelque chose où on est plus de l'ordre de l'empathie que véritablement de l'intervention. On fait des choses, mais nos modalités d'intervention en aigu sur le plan psychothérapeutique sont très limitées, vous l'imaginez, hein, les gens pensent à survivre avant tout. La parole viendra plus tard, et d'ailleurs il faut... la CUM c'est bien à ce moment-là, mais c'est bien de la penser sur 6 mois, sur 7 mois, sur 1 an. Et c'est la problématique aujourd'hui de Saint-Martin, de se dire ok, on y est allé, mais maintenant qu'est-ce qui va se passer dans 7 mois où il n'y a que 2 confrères. Je ne sais pas comment ils vont faire pour absorber les consultations. Donc vraiment là, nos outils sont très très limités. Il y a ça aussi. Donc on est dans une relation pour laquelle je ne trouve pas d'équivalent dans le reste de ma pratique. Alors quand on est volontaire CUM, on va aussi chercher ça. Il faut être honnête de ça. C'est le côté urgentiste. Moi j'ai été urgentiste dans une autre vie, à l'Hôtel Dieu à Paris. Donc oui, on va rechercher ça aussi. On essaye d'être conscient de nos limites et aussi de se... Mais on est dans une relation très intense, très forte. Et il ne faut vraiment pas la négliger sur des événements qu'on aimerait exceptionnels et qui, hélas, se sont répétés assez peu. Donc il y a une nécessité je trouve que c'est bien qu'il ait témoigné parce que on a certains jeunes qui veulent absolument faire de la CUM, voilà, dans cette volonté d'aider, et on est obligé de les freiner, leur dire mais attends, on n'y va pas pour la fleur au fusil, on va travailler dur, et il y a toute cette charge que tu vas prendre. C'est une heure de CUM, c'est comme si vous enchaîniez 150 consultations de CMP, quoi. Enfin, c'est ce poids-là. Et du coup, on n'a pas tenu. On a tenu 11 heures alors qu'on était parti pour 3 jours. Heureusement, les équipes parisiennes, on a pu faire un turnover. Et d'ailleurs, dans le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, puisque nous, on avait déserté, entre guillemets. On avait dit on part pour 3 jours et il y avait un trou. François a décidé avec Gaël Abral de faire un turnover des équipes toutes les 4 heures. Vraiment toutes les 4 heures, pour ne pas épuiser les gens, parce qu'on savait qu'il allait falloir durer. Dans un attentat, il y a la reconnaissance des corps, il y a la présentation des corps. Enfin, on savait qu'il allait avoir des étapes très complexes après, pour lesquelles il fallait bien que les équipes soient de nouveau fraîches pour revenir sur le terrain. Il y a cette logique-là. Et ils ont mis en place toutes les 4 heures. Et toutes les 4 heures, voilà, les équipes n'étaient pas épuisées. Je trouve que c'est... Enfin, vous évoquez des choses, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que... Ce que vous dites, c'est que la CUP, elle est prévue pour le psychotrauma, entre guillemets, civil, et que là, on est dans un psychotrauma de guerre, sur une guerre continue, larvée, dont on ne sait pas quand elle va frapper, donc il y a une inconnue. Ensuite, vous décrivez bien ce que, en langage militaire, vous avez déserté. Le turnover, hein, ce que la Légion romaine avait largement compris, c'est-à-dire la durée moyenne d'un combattant est de tant de minutes. Et donc il y avait toute une hiérarchie et on repassait à l'arrière et puis bon. Donc voilà, on fait des norias quelque part, hein, une espèce de noria d'intervenants. Et pour faire face à la noria des touchés. Et donc on voit qu'il faut repenser le problème, quoi, à l'aune de cette réalité. Il faut repenser le problème, mais en plus de ça, là on parle que d'une petite partie du problème, c'est-à-dire la CUP. Mais je ne sais pas combien d'entre vous font partie des CUP, mais vous avez un exercice public ou privé derrière, et ces sujets-là, c'est vous qui allez les recevoir dans un deuxième temps. Donc il y a aussi à penser l'articulation avec les confrères qui vont prendre la suite, puisque nous on est parti de Paris, moi je suis rentré à Lille, et on a 54 nordistes qu'on a identifiés qui étaient au Bataclan ou dans le quartier. Donc voilà, on s'en est occupé, mais 54,
quand on pense au trauma psychique sur Paris, nos collègues parisiens, je pense qu'il y a tous les collègues, j'en sais rien, hein, mais tous les collègues doivent avoir au moins un sujet qui est impacté. Ils ne sont pas forcément formés. Et parfois, j'ai entendu le retour, ils ont le sentiment qu'on a été les héros, nous, et qu'eux, ils sont les petites mains. Et ça, c'est très très mauvais. Donc on est une continuité, on doit être une continuité de soins. Et je pense qu'on n'insiste pas assez aujourd'hui sur cette nécessité-là, parce que le service après-vente, entre guillemets, mais c'est pas un joli mot, c'est pas nous qui allons l'assurer, hein, au long cours. Même si les CUM ne se désengagent pas, hein, les CUM parisiennes ont continué à travailler, mais tous les patients qui se sont éparpillés sur leur psychiatre habituel, leur psychologue habituel, je pense que là aussi il y a un travail à penser quand il y a un tel nombre de victimes impactées par le trauma sur la suite. Sur la question du nombre de victimes, etc., et de la diffusion du trauma, moi je travaille à Lyon et j'ai été étonné par quelques situations de familles de personnes qui étaient au Bataclan, qui ne sont pas décédées mais qui sont encore en vie, et de personnes qu'on est amené à recevoir dans ce cadre-là, parce que ça désorganise la famille, parce que ça désorganise les équilibres intimes de chacun, etc. Et c'est assez impressionnant de voir comment ça diffuse. Alors, avec une particularité de cet événement, enfin comme Nice d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup d'impactés parce qu'il y avait des gens à la fenêtre, il y avait des passants, et donc il n'y a pas que les impactés directs, ceux qui étaient dans le Bataclan qui ont heureusement survécu, mais il y a eu aussi des témoins quand même directs qui ont vu derrière leur fenêtre quelqu'un en train de mourir, eux ayant la chance d'être de l'autre côté, protégés par la fenêtre d'un bar, la fenêtre de leur appartement parce qu'ils étaient au premier étage, et qui ont vécu et qui présentent aujourd'hui des signes psychotraumatiques patents. Et ce qui fait qu'il y a un nombre, alors je ne sais plus, je pense qu'Alain Brunet l'avait estimé, mais on est dans des milliers d'impactés. D'un seul coup, on peut ça pour absorber les soins. Je parle au quotidien, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cabinets, absorber d'un seul coup des nouveaux, plusieurs centaines, et à mon avis quelques milliers de nouveaux patients, il y a ça aussi à penser hein, en termes de ce qu'on va pouvoir leur apporter. Et vous m'évoquez là, quand vous parlez des impactés, elle évoquait une patiente, qui n'est pas une patiente à moi, hein, mais qui elle a été de Colombie et s'est retrouvée avec ses amis à Paris, et elle avait eu l'habitude de la guerre en Colombie, enfin avec les cartels, etc. Donc elle a été la seule qui s'est couchée à ce moment-là, et quand elle s'est relevée, tous ses camarades sur la table étaient morts. Et donc ça l'a replongée dans un vécu équivalent en Colombie, et d'une espèce de on ne peut pas s'en sortir, et elle a été obligée de reconsulter avec une destruction interne vraiment très profonde. Donc ça on voit bien que, je trouve que ce que vous dites me paraît important, et peut-être qu'il faut le dire à la télévision, parce que la télévision à l'impact, c'est qu'il y a des psychiatres dits entre parenthèses lambda, enfin en tout cas ceux qui sont dans le cabinet, vont avoir secondairement la deuxième vague de tsunami quelque part, probablement 10 mois ou 1 an ou 2 ans après, avec l'impact par procuration, car le stress post-traumatique se transmet aussi aux enfants, tout le monde est impacté. Ça, c'est des choses qui sont bien connues malheureusement dans les phénomènes de Shoah, etc. Oui, c'est la 3e génération qui porte parfois aussi le stress post-traumatique de manière importante, avec les fragilités narcissiques induites. Ce qu'il y a eu de différent, je pense, entre le Bataclan, enfin on dit le Bataclan, mais il y a tout le quartier en fait, hein, et Charlie Hebdo, c'est que Charlie Hebdo, ça nous rassurait, entre guillemets, parce qu'il y avait une cible. Un truc identifié. Voilà, on s'attaquait, alors un symbole très important, mais c'était identifié. Donc, je pense qu'on s'est estimé longtemps, en dehors de ça, nous, individus lambda, qui n'écrivons pas des articles, etc. Et que là, le Bataclan, c'était n'importe qui, quoi. C'était un concert, c'était des... Et ça a été très nouveau. Alors, je sais pas parce que là, il y a... Hélas, je pense qu'il y a des vrais beaux travaux de recherche à faire, parce que se posait la question aussi de l'impact de Nice par rapport à l'impact du Bataclan, où la brèche était déjà ouverte, c'est-à-dire qu'on était déjà fragile, on savait déjà que ça pouvait être pour nous demain,
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'habituation qui se met en place, comme dans les pays qui sont en guerre de façon récurrente? Je pense au Liban qui a connu la guerre depuis le début de son histoire quasiment, avec des gens qui arrivent à vivre dans une espèce de fatalisme comme ça ambiant. Est-ce que c'est ça, vers ça qu'on va? Est-ce qu'on est déjà là? J'en sais rien. Enfin, c'est des questions que je pose. Parce que c'est des choses à... Votre propos est bien sûr passionnant. Je me disais que, alors moi je suis pédopsychiatre sur 92 Sud, et finalement ça a eu effectivement des résonances et un impact extrêmement important, ces événements. Sur 92 Sud, il y a eu le meurtre de la policière à Montrouge, et avec un certain nombre, par exemple, d'adolescents qui ont été enfermés dans les collèges et lycées, à juste titre, par les principaux qui se demandaient si le terroriste était dans la rue, et voilà, avec vraiment l'idée de protéger ces adolescents, avec tout ce que ça a pu susciter du coup chez ces enfants. De même que, par exemple, alors vous parliez effectivement du Liban, un exemple le plus proche dans le temps, ça a été aussi l'Algérie, avec un certain nombre de gens qui ont vécu le terrorisme. Et j'ai eu un certain nombre de parents qui étaient vraiment dans des reviviscences traumatiques, puisqu'un certain nombre ont fui l'Algérie pour survivre, et avec vraiment le sentiment d'être rattrapés par le terrorisme et d'être de nouveau en danger. Je me disais que finalement le travail que l'on fait est essentiel, parce qu'on sait bien qu'en situation de guerre, c'est les liens et c'est la parole qui sont tout de suite les plus attaqués, les liens entre les individus avec toujours des réflexes de survie et de panique, et puis c'est aussi la parole, qu'est-ce qui peut être dit. Et je me dis qu'effectivement en tant que psychiatre, être là pour assurer et cette question du lien et cette question de la parole, c'est absolument fondamental, parce que c'est parmi les choses qui sont les plus attaquées en situation de guerre. Alors, c'est aussi pour ça que on a accepté les interviews à chaud. Ce qui a été compliqué. Il y avait une noria de journalistes, puisqu'on était à 200 mètres du Bataclan. J'avais jamais vu autant de journalistes de ma vie, je sais pas, 50, 100, 200, de tous les pays. Donc il y avait des langues, enfin, c'était assez... Là aussi, c'était une ambiance très particulière. Et François... avec ma collègue Frédéric Varambeau, on fume. Donc on sortait. Et donc les journalistes, ils vous sautent dessus, vous êtes habillés en blanc. Et donc j'ai dit à François, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond pas? Est-ce qu'on est en état de répondre? Est-ce qu'on n'est pas en état de répondre? Et ce qui était intéressant sur le plan clinique, c'est de trouver un intérêt là où on peut, c'est que les journalistes étaient aussi dissociés que nous. D'autant plus qu'il y a des journalistes qui sont rentrés dans le Bataclan. On en a récupéré une qui s'est présentée comme journaliste, et la fin de l'interview, elle s'est finie en entretien parce que elle est... Et, on lui a, enfin, et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi elle était rentrée à la fois dans ce devoir de journaliste et à la fois quel intérêt. Ça suffisait de savoir qu'il y avait X morts. Montrer des cadavres, ça n'apporte rien à la télé. Alors on sait qu'il y a tant de morts. Et on a regardé les bandes plus tard parce qu'on était dans un état vraiment de dissociation péritraumatique aussi. Et on s'est aperçu que ça, c'est l'entraînement qui permet ça, c'est qu'on est tous passés en mode automatique et qu'on fait un discours sur l'histoire de la CUMP. Alors les CUMP sont nés en 1996, après les attentats de Saint-Michel. On a retrouvé cette espèce de discours automatique qui ne voulait rien dire avec ce qu'on nous demandait là, mais en fait qui nous a protégés. Les journalistes étaient très contents. Donc si vous regardez toutes les interviews de nous quatre qui sont passées sur toutes les télés, on dit tous la même chose. Mais c'était important de ne pas cacher les choses, de pas les... Effectivement, cette parole, et François, depuis que je suis tout petit, il nous dit toujours, il faut que tu répondes aux journalistes. Et il nous a formés, moi je me souviens, il m'a formé à un discours très formaté, sujet, verbe, complément, toujours la même chose, pour ne pas non plus sortir des choses... parce qu'il y a nos émotions aussi, on a envie de... Enfin, on a envie... On sent que ça monte, quoi. On sent que les histoires des patients qu'on vient d'entendre, elles pourraient sortir, et c'est complètement inadapté. Une petite réflexion sur le diaporama. Par rapport aux résonances que ça peut avoir, moi j'ai eu quand même le sentiment qu'en région parisienne ou à Nice, ça a été vécu quand même très différemment, avec des résonances culturelles qui ont été quand même très différentes. Les Parisiens qui, j'allais dire, ont une tradition républicaine et très cosmopolite, ont été manifestés place de la République, avec comme credo liberté, égalité et fraternité. Alors qu'il me semble qu'à Nice, où il y a toute une histoire, alors y compris du côté de l'OS, quand même, qui a été très marquée, les églises ont pris beaucoup plus de place dans le post-trauma, et effectivement, ça n'a pas eu tout à fait les mêmes résonances et les mêmes voies de sublimation qu'en région parisienne. On voit que les terreaux historiques jouent beaucoup. Par contre, je pense qu'en termes d'impact,
sur les soignants, et notamment sur les soignants psy, je pense que Nice est beaucoup plus fort. Parce qu'on a débriefé nos collègues qui revenaient. Et la différence, c'est que nous, en fait, on n'a pas vu... Enfin, nous, on en a vu parce qu'on est allé les voir. Et ça aussi, ça pose question. Et pourquoi on est allé... Bon, ça, c'est à nous de travailler là-dessus. Mais à Nice, ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, notre jeune consoeur nous disait il y avait les taches de sang partout. Il n'y avait pas de cadavres, mais il y avait... quoi qu'il y avait encore des cadavres. Il y avait les taches de sang, il y avait... enfin, je ne veux pas vous raconter les détails. Bref, il y avait des choses que nous, on n'est pas préparés, encore moins, évidemment, qu'un urgentiste, mais qui aussi ne sont pas pertinentes sur le plan clinique. Parce que ça ne nous sert à rien de connaître le lieu de ce qui s'est passé exactement. Le soin ne se joue pas là. Sauf que quand on l'a vu, ça nous impacte. Et je pense que ça change notre intervention en aigu. Et là aussi, on est en train de réfléchir sur des choses comme Nice. C'est le général Croc qui dit on ne peut pas faire de la psychothérapie au milieu des cadavres. C'est un militaire qui le dit, c'est lui qui... Il dit il faut que vous trouviez un endroit à côté, comme on a eu la chance de trouver la mairie du 11e. Et à Nice, ils ont mis du temps à trouver ça. Et je pense qu'il y aura un impact sur nos équipes non négligeable. Alors il y a une étude qui est en train d'être lancée, parce que nos équipes se sont sensibilisées aussi à la possibilité de répondre à des questionnaires. Moi je dois y répondre, là, je viens de le recevoir. Il y a une étude anonyme qui est envoyée à tous ceux qui y sont allés pour voir comment ils vont. On est quelques mois après. Et ça, je pense que c'est très très important, aussi pour qu'on apprenne sur l'avenir. Parce que, hélas, l'avenir nous montre qu'il est probable qu'on soit réexposé à ce genre d'événement. Il faut que je monte. Oui, moi aussi. C'est passionnant, c'est vivant, c'est vivant malheureusement sur la mort, mais au moins c'est du vécu. Et avec la charge émotionnelle qui transparaît, je vous remercie de votre témoignage et permet aussi de comprendre, il n'est pas là, mais je répète, ce cri de l'intérieur de quelqu'un qui a voulu témoigner. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à penser et à repenser pour aider non seulement ceux qui sont victimes, mais on voit bien aussi que ceux qui travaillent ont besoin aussi d'aide, ce qui est souvent ignoré. Merci beaucoup. Merci.